Le physicien Ilya Prigogine a reçu le prix Nobel pour avoir démontré que les systèmes loin de l'équilibre peuvent générer un ordre spontané. Ce fait scientifique correspond directement à une intuition ancienne du taoïsme. La question centrale n'est pas de savoir si le chaos est dangereux, mais quand il devient fertile. La philosophie yin-yang ne cherche pas à éliminer l'instabilité, mais à la traverser. L'ordre et le chaos ne sont pas des états moraux, ce sont des fonctions du processus. Comprendre cette logique modifie profondément la façon dont nous interprétons la réalité. Dans le Tao Te Ching, Lao Tzu affirme que le Tao engendre l'un engendre le deux, et le deux engendre les 10 000 êtres. Ce passage ne décrit pas une création linéaire, mais un mouvement continu. Le deux ne représente pas une opposition, mais une polarité fonctionnelle. Le yin et le yang sont des rythmes, pas des entités fixes. La réalité s'organise par alternance et tension, pas par permanence. Toute forme naît d'un champ indéterminé. Ce champ est ce que nous appelons le chaos. Ce n'est pas une erreur, c'est une condition. C'est à ce stade que le canal solstice se positionne comme un espace de recherche et de clarté. L'objectif est de comprendre les schémas invisibles qui organisent les expériences humaines. La psychologie, l'art, la philosophie et la spiritualité dialoguent ici sans hiérarchie. L'accent est mis sur la structure des processus et non sur des récits motivants. Chaque contenu est conçu comme un support d'étude accessible. Prenons un événement quotidien simple, comme une crise personnelle ou professionnelle inattendue. À première vue, cela semble être un désordre pur et simple. Cependant, les crises surviennent souvent lorsque les anciennes structures ne soutiennent plus le système. Le chaos expose les limites que l'ordre cachait. Il oblige à faire des choix qui étaient auparavant reportés. En ce sens, le chaos agit comme un mécanisme de mise à jour. L'ordre qui émerge ensuite n'est pas un retour, mais une réorganisation. Ce processus est universel et récurrent. C'est pourquoi ce contenu s'adresse à ceux qui cherchent à comprendre la réalité au-delà des explications simplistes, à ceux qui comprennent que le contrôle absolu ne génère pas une stabilité durable. Ici, vous apprendrez à reconnaître quand l'insistance sur l'ordre devient de l'autosabotage. Nous développerons une lecture systémique appliquée à la vie quotidienne. Le symbole du yin-yang, présent dans les objets courants et les pratiques culturelles, synthétise cette logique. Il montre que tout ordre contient une instabilité latente. Il montre également que le chaos recèle un potentiel de forme. Il n'y a pas de point final dans ce mouvement. La stabilité est toujours provisoire. Les systèmes vivants survivent parce qu'ils oscillent. Les systèmes rigides s'effondrent parce qu'ils résistent. Ce n'est pas une métaphore, c'est une régularité observable. Si ce type de lecture structurelle vous parle, suivez Solstice. En vous abonnant à la chaîne, vous pourrez approfondir ces thèmes de manière cohérente. Aimer le contenu aide à soutenir cet espace d'étude. La proposition est d'avancer avec méthode et non de consommer par impulsion. La compréhension du yin-yang exige du temps et de l'attention, et cet espace a été créé exactement dans ce but. En 1906, dans les premières heures qui ont suivi le tremblement de terre de San Francisco, la ville est entrée dans un état de suspension fonctionnelle dans lequel aucune autorité n'était en mesure de fournir des directives claires. Ce détail est important, car l'absence immédiate de commandement n'a pas entraîné une paralysie totale, mais a ouvert la voie à des décisions locales, dans lesquelles les habitants ont commencé à agir en fonction de ce qui était disponible, créant des itinéraires improvisés, des points de rencontre et des priorités pratiques, non pas par consensus explicite, mais par nécessité partagée. Ce moment initial révèle comment la réalité, lorsqu'elle perd ses structures habituelles, ne se dissout pas automatiquement, mais commence à fonctionner selon un régime de possibilités ouvertes qui exige une sélection continue pour que toute forme de coordination soit possible. À mesure que les incendies se propageaient et que les ressources se raréfiaient, des choix de plus en plus restrictifs ont dû être faits, car toutes les actions n'étaient pas réalisables en même temps. Et ce rétrécissement progressif du champ des possibilités a commencé à produire des modèles d'organisation reconnaissables, tels que des zones de sécurité, des chaînes d'aide informelles et des règles tacites de coexistence,
démontrant que l'ordre qui émergeait n'était ni planifié ni idéal, mais suffisant pour maintenir une continuité minimale, ce qui indique que l'organisation ne surgit pas malgré l'instabilité, mais précisément parce que l'instabilité impose une hiérarchisation et une hiérarchisation des priorités au sein du système. Ce mouvement aide à comprendre pourquoi les systèmes totalement stables génèrent rarement des transformations significatives, car l'absence de variation réduit le besoin de choix et par conséquent de réorganisation, tandis que les systèmes complètement déstructurés ne parviennent à maintenir aucune forme, créant un intervalle fonctionnel dans lequel l'instabilité doit être modulée pour que quelque chose se consolide. Et cette constatation s'applique aussi bien aux phénomènes physiques qu'aux processus sociaux, montrant que l'émergence de l'ordre dépend d'une pression sélective qui réduit la complexité sans l'éliminer complètement. Dans la tradition taoïste, cette régularité a été observée de manière empirique et systématisée comme principe de lecture du monde, car les cycles naturels, les dynamiques politiques et les comportements humains montraient que toute configuration tend à s'user lorsqu'elle dépasse sa durée de vie fonctionnelle, tandis que les moments de rupture exposent des limites auparavant invisibles, permettant des ajustements qui ne seraient si pas possibles dans des conditions de stabilité prolongée. Et le yin-yang apparaît justement comme un langage, pour décrire cette alternance continue entre ouverture et contention, sans attribuer de valeur morale fixe à aucun des pôles. Avec le temps, ce qui organise initialement commence à restreindre, car les règles efficaces dans un certain contexte commencent à générer des frictions lorsque l'environnement change, créant un état intermédiaire dans lequel la forme existe toujours, mais ne répond plus avec précision, et ce stade est souvent confondu avec une défaillance ponctuelle, alors qu'il signale en réalité la nécessité d'une réorganisation plus profonde, car insister sur la même structure tend à accroître l'usure interne et à réduire la capacité d'adaptation. À ce stade, de nombreux systèmes intensifient leur contrôle, croyant que la rigidité restaurera l'efficacité, mais ce mouvement accélère généralement la perte de flexibilité, car il réduit la variation nécessaire aux ajustements fins, poussant le système vers des ruptures plus abruptes, ce que la logique yin-yang décrit non pas comme une erreur occasionnelle, mais comme une conséquence prévisible de l'incapacité à intégrer l'instabilité de manière productive, révélant que le problème ne réside pas dans le chaos lui-même, mais dans la manière dont il est nié ou mal régulé. L'idée que l'ordre naît du chaos ne fait pas référence à un événement isolé, mais à un modèle récurrent de réorganisation présent à plusieurs échelles de l'expérience, et le fait de suivre cette analyse tout au long de la vidéo permet de mieux reconnaître ces cycles en action, offrant des critères plus précis pour interpréter les changements sans recourir à des lectures simplistes ou réactives. Lorsqu'un système humain rencontre une instabilité, la réponse automatique consiste généralement à renforcer les règles et à réduire la variation, car cela donne un sentiment de prévisibilité immédiate. Cependant, cette stratégie génère souvent des effets secondaires mesurables, tels que la rigidité cognitive, une baisse de la créativité et une augmentation du stress, car le cerveau passe en mode menace et réduit le répertoire de solutions, ce qui peut produire un soulagement à court terme et une usure à long terme. Car la vie réelle continue de changer et le système contrôlé perd sa capacité d'adaptation, ce qui entraîne des ruptures plus intenses lorsque l'imprévu survient. Ce qui n'est pas une hypothèse abstraite, mais un schéma observé dans les organisations, les familles et les routines individuelles. Une deuxième tentative courante consiste à faire le contraire, à accepter toute variation comme une liberté, à abandonner la structure et à rechercher une réinvention continue, mais cette voie génère également des effets néfastes, tels que l'épuisement décisionnel, la perte de continuité et un sentiment de dispersion, car sans critères de sélection, la complexité reste élevée et le système ne parvient pas à stabiliser les actions. Et lorsque tout est optionnel, rien ne devient un engagement, créant des cycles de commencement et d'abandon qui sapent la confiance et la motivation, en plus d'augmenter l'anxiété due au manque de prévisibilité minimale, ce qui montre que la difficulté n'est pas de choisir entre l'ordre et le chaos, mais de moduler le passage entre les deux. Il existe également la stratégie de l'anesthésie, qui se manifeste par la procrastination, la consommation compulsive d'informations ou la distraction constante,
et qui fonctionne comme une fuite devant le malaise de la décision, mais elle a un prix élevé, car elle empêche le traitement du problème et reporte les choix qui continuent à accumuler la pression, en plus de renforcer un schéma neuronal d'évitement associé à une rumination accrue et à une moins bonne régulation émotionnelle, puisque l'esprit apprend que l'instabilité est intolérable, et lorsque le système doit finalement agir, il le fait sans préparation, avec des réponses impulsives, ce qui augmente les erreurs et le travail supplémentaire, rendant le chaos plus coûteux et moins fertile. L'alternative cohérente avec la logique yin-yang consiste à construire un ordre provisoire qui réduit la complexité sans supprimer la variation nécessaire à la réorganisation. Et cela commence par une procédure simple. Délimiter une petite partie du problème, choisir un critère de priorité et tester une action minimale pendant une durée définie, car les systèmes complexes s'ajustent mieux par itération que par des plans fermés. Et cette pratique évite à la fois la rigidité et la dispersion, car elle crée une structure suffisante pour la continuité et une ouverture suffisante pour la correction, transformant l'instabilité en information utile plutôt qu'en menace diffuse. Une technique scientifiquement fondée qui favorise cette modulation est la réévaluation cognitive appliquée de manière opérationnelle, qui consiste à reclasser le sentiment de malaise comme un signe d'énergie pour s'ajuster et non comme une preuve d'échec. Des recherches sur la régulation émotionnelle montrent que réinterpréter l'activation physiologique peut réduire les réponses au stress et améliorer les performances dans les tâches difficiles. À condition que la réinterprétation soit spécifique et liée à l'action, l'exercice est alors simple. Nommez le malaise en une phrase courte, identifiez la valeur menacée et choisissez une micro-action alignée sur cette valeur, car cela brise le schéma mental de catastrophisation et reconnecte l'esprit aux critères de choix. Pour rendre cette pratique mesurable, utilisez un protocole de 3 minutes répété quotidiennement pendant 7 jours, dans lequel vous écrivez 3 éléments à la suite, sans fioriture. Quelle est la principale instabilité du moment? Quelle est la plus petite action qui réduit la complexité aujourd'hui? Et quelle est la marge de variation que vous allez autoriser pour apprendre du résultat? Car cette structure entraîne le cerveau à tolérer l'indétermination avec direction, réduisant la charge des décisions diffuses, tout en évitant l'illusion d'un contrôle total, puisque la 3e question préserve un espace d'ajustement, transformant le chaos en laboratoire et l'ordre en outil et non en prison. Si vous souhaitez consolider cette approche, notez votre réponse dans les commentaires avec une phrase qui peut servir d'engagement opérationnel. Et cette phrase est suffisamment courte pour être mémorisée dans les moments de pression. J'organise suffisamment pour agir et je laisse suffisamment pour apprendre. Car en écrivant cela, vous renforcez le principe central de modulation entre contention et ouverture. Et vous créez également un repère public de continuité qui favorise la répétition et la cohérence. La pratique proposée doit être comprise comme un dispositif de modulation entre ouverture et contention, et non comme une technique de motivation ou un exercice d'autocontrôle, car elle repose sur la manière dont les systèmes complexes régulent les flux d'informations et d'énergie. D'un point de vue psychologique, réduire la complexité ne signifie pas nier la réalité, mais créer les conditions minimales pour une action coordonnée. L'esprit humain fonctionne avec des ressources limitées en matière d'attention et de décision. Lorsqu'il est exposé à un excès de possibilités, il entre en surcharge cognitive. Cette surcharge est souvent interprétée comme un échec personnel, alors qu'il s'agit en réalité d'une limite fonctionnelle. La pratique agit précisément sur ce point structurel. Elle réorganise le champ des choix sans l'appauvrir. Dans le taoïsme, cette logique apparaît dans la notion de Wu Wei, qui ne signifie pas passivité, mais action ajustée au flux du contexte. Agir sans forcer n'est pas agir sans discernement. C'est agir à partir de la lecture du moment. La pratique consistant à délimiter des micro-actions crée un alignement entre l'intention et les circonstances. On n'essaie pas de résoudre tout, mais seulement ce qui est opérationnel à l'instant présent. Cette attitude évite à la fois la rigidité et la dispersion. Le système reste en mouvement sans se fragmenter. Psychologiquement, cela réduit l'anxiété anticipatoire. Spirituellement,
cela respecte le rythme du processus. Dans le bouddhisme, en particulier dans les traditions qui traitent de la pleine conscience, il existe un principe similaire d'ancrage dans le présent fonctionnel. La souffrance augmente lorsque l'esprit tente de contrôler les résultats futurs ou de corriger un passé déjà révolu. La pratique décrite déplace l'attention vers ce qui est observable et modifiable dans le moment présent. Cela n'élimine pas le désir ou l'intention, mais les rend plus précis. En nommant l'instabilité, le pratiquant réduit sa charge diffuse. En choisissant une action minimale, il transforme l'énergie émotionnelle en direction. En permettant la variation, il accepte l'impermanence comme un fait structurel. Ce mouvement intègre la clarté et l'acceptation. La réinterprétation cognitive de l'inconfort modifie la réponse du système nerveux autonome. Des études montrent que lorsque l'activation physiologique est perçue comme une ressource et non comme une menace, les performances exécutives sont meilleures. Cela se traduit par une plus grande flexibilité cognitive et une moindre réactivité. La pratique n'élimine pas le stress, mais le rend informatif. Le corps cesse d'être un obstacle et devient un indicateur. Ce changement est subtil, mais profond. Il modifie la relation du sujet avec l'instabilité. Au lieu de la combattre, il apprend à l'utiliser. La logique yin-yang offre la matrice conceptuelle qui intègre ces dimensions sans conflit. Le yin représente l'espace d'ouverture, de réceptivité et de potentiel. Le yang représente la forme, la décision et l'action. La pratique ne privilégie pas un pôle, mais régule le passage entre les deux. Lorsqu'il y a un excès de yin, une action minimale introduit le yang. Lorsqu'il y a un excès de yang, la permission de variation réintroduit le yin. Cette alternance continue soutient la vitalité systémique. On ne recherche pas un équilibre fixe. On maintient un déséquilibre fonctionnel. C'est la base de l'adaptation continue. Il est important de comprendre que cette approche ne promet pas une stabilité permanente. Elle reconnaît que toute forme est transitoire. La pratique ne vise pas à éliminer les crises, mais à réduire leurs effets destructeurs. En entraînant l'esprit à fonctionner avec une instabilité modérée, on augmente la résilience sans se durcir. Le sujet apprend à différencier l'inconfort productif de la surcharge réelle. Il apprend également à mettre fin aux formes lorsqu'elles ont rempli leur fonction. Ce discernement est central tant en psychologie que dans les traditions contemplatives. Il évite l'attachement à des structures obsolètes. Il préserve l'énergie pour la réorganisation. Cette analyse montre que la pratique n'est pas isolée, mais l'expression concrète d'une ontologie procédurale partagée par différentes traditions. La psychologie contemporaine, le taoïsme et le bouddhisme convergent dans la compréhension que la santé des systèmes dépend de la qualité de la transition entre les états. L'ordre naît du chaos lorsqu'il existe des critères de sélection sans fermeture prématurée. Le chaos revient lorsque l'ordre se cristallise au-delà du nécessaire. La pratique enseigne à habiter cet intervalle avec lucidité, non pas comme une vertu morale, mais comme une compétence fonctionnelle. Tel est l'axe conceptuel qui sous-tend tout le raisonnement présenté. Si l'ordre naît du chaos, la question qui reste ouverte n'est pas comment empêcher l'instabilité, mais comment la reconnaître avant qu'elle ne se manifeste de manière destructive. Car dans la logique taoïste, le Tao n'intervient ni ne corrige, il se révèle seulement lorsque l'attention est suffisamment affinée pour percevoir ses mouvements subtils. Ce qui semble être une rupture n'est souvent qu'un signe d'épuisement d'une forme ancienne. Ce qui désorganise souligne également des limites ignorées. Le gain à suivre cette voie réside dans l'apprentissage à lire ces signes avec moins de résistance. Non pas pour agir immédiatement, mais pour ajuster l'écoute. Lorsque cette écoute s'établit, la réorganisation commence sans effort visible. Dans la vision taoïste, toute forme qui se prolonge au-delà de sa fonction perd de sa vitalité. Tout comme toute ouverture maintenue sans discernement conduit à la dispersion. Et l'essentiel n'est pas de choisir l'un des pôles, mais de maintenir l'intervalle vivant entre eux. C'est dans cet intervalle que la perception mûrit. Il ne s'agit pas d'atteindre une clarté totale, mais de réduire l'excès de bruit interne. La compréhension apparaît comme un ajustement fin, et non comme une réponse définitive. Quelque chose s'aligne sans nécessité d'explication approfondie.
L'épiphanie n'apparaît pas comme une révélation dramatique, mais comme une simplification. La compréhension se révèle fonctionnelle. La question la plus fertile est peut-être de savoir où, à ce moment précis, il y a une insistance à maintenir un ordre qui n'organise plus, ou un refus de traverser un chaos qui pourrait renouveler la lecture de la réalité. Cette question n'exige pas de réponse immédiate. Elle exige du temps et une observation continue. Dans le Tao, on ne force pas la croissance, car toute pression prématurée engendre une déformation. On fait confiance au rythme du processus. La réflexion profonde mûrit lorsqu'elle n'est pas contrainte. Et ce qui mûrit en silence a tendance à mieux se maintenir lorsqu'il rencontre l'action. C'est un avantage qui se révèle peu à peu. La phrase qui peut servir de synthèse ne vise pas à convaincre, mais seulement à orienter l'attention. Lorsque la forme se durcit, le flux cherche un autre passage. Cette idée ne résout pas les situations concrètes, mais modifie la relation avec elles. La réaction automatique cède la place à l'écoute. L'urgence laisse place au discernement. Ce n'est pas une conclusion, c'est un critère de lecture. Ceux qui suivent cette compréhension commencent à reconnaître les schémas avant qu'ils ne se transforment en crises ouvertes. Cette anticipation change la traversée des changements, non pas par le contrôle, mais par la sensibilité. L'expérience devient moins réactive. Dans l'esprit zen, il n'y a pas de conclusion définitive, car la réalité ne se résume pas à des concepts, et toute véritable compréhension reste ouverte à la révision. Chaque intuition comporte une question implicite. Chaque réorganisation contient en germe une nouvelle instabilité. Le parcours ne recherche pas une stabilité finale, mais une fluidité suffisante pour continuer. Lorsque cela est accepté, l'anxiété liée à la recherche de solutions complètes diminue. L'apprentissage cesse d'être une accumulation et devient un raffinement continu. Quelque chose se libère intérieurement. Quelque chose se simplifie. Le chemin reste dégagé. Si certaines de ces idées ont trouvé un écho, il vaut la peine de les observer dans l'expérience concrète avant de les transformer en discours, car la contemplation n'exige pas de témoins. Néanmoins, lorsque les mots surgissent, ils aident à rendre visible ce qui n'était auparavant qu'une sensation diffuse. Le partage d'expériences crée des points de contact entre des processus distincts. Chaque commentaire élargit le champ de lecture collective. Cet échange n'accélère pas le chemin, mais l'approfondit. Le dialogue est également un espace de culture. Il maintient le flux en mouvement. Le parcours suggéré ici n'indique aucune destination et ne promet aucune arrivée. Il invite simplement à une attention continue au mouvement entre forme et ouverture qui traverse toutes les expériences. Rester dans cette observation constitue déjà une pratique suffisante. Si cela a du sens, laissez cette réflexion continuer à résonner, que ce soit dans le silence ou dans la parole partagée. Rapporter ses perceptions, ses doutes ou ses ajustements fait partie du processus lui-même. Et suivre ce parcours au fil du temps, c'est simplement permettre à la recherche de se poursuivre sans se presser d'aboutir, avec la volonté de reconnaître le prochain déplacement interne lorsqu'il se produira.